Bienvenue à tous. 2021, un rendez-vous électoral des plus attendus du peuple béninois tout entier. La présidentielle, Patrice Talon sera-t-il candidat à sa propre succession? Rien n'est moins sûr. Seule certitude de l'heure, à moins de 10 mois de l'échéance, l'homme n'écume pas hameaux, villages et quartiers de ville pour une quelconque opération de charme. Les classiques du régime l'annoncent à l'ouvrage, veillant à un bouclage heureux d'un tir en pleine finition. À cet agenda supposé strict, la coalition des jeunes de l'opposition CJO d'inviter le chef de l'État à y ajouter le volet réconciliation nationale. C'était à la faveur d'une conférence publique. Fin de mandat du président Patrice Talon. La réconciliation, un chantier à revisiter. L'instant débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Avec nous sur ce plateau, Gilles-Chris Tchidi, journaliste, il est analyste politique. Gilles-Chris Tchidi, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci d'être en notre compagnie ce matin. Plaisir. En face de vous, Dieudonné Lokosso, panafricaniste, et l'ancien président de l'NDH, Nouveau Droit de l'Homme au Bénin. Dieudonné Lokosso, bonjour. Bonjour mon cher ami, et bonjour à nos téléspectateurs. Et vous répondre à leur façon. Merci à vous vraiment pour la disponibilité. Ce n'est jamais gagné d'avance, chers téléspectateurs. Réconciliation nationale au Bénin. À quelques mois de la fin de son quinquennat, Patrice Talon, à nouveau invité à se pencher sur le sujet. Un sujet dont les classiques du régime disent avoir été vidés depuis au détour du dialogue politique. Quelle lecture faut-il alors avoir de la démarche des adeptes de l'appel incessant à la réconciliation? Mesdames et messieurs, en attendant des éléments de réponse avec nos invités déjà en plateau, j'allais plutôt leur demander ceci. Je commence par vous. Alors, Gilles-Chris, comment ressentez-vous cette fin de mandat? Bon, en tant que bon béninois et observateur de la chose politique et publique, on constate tout simplement que le chef de l'État est en train de finir son mandat, mais on ne s'en rend pas vraiment compte dans le pays. Il ne fait rien dans ce sens. On ne note aucun acte, aucune action palpable sur le terrain, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des opérations de charme, est-ce qu'il faut peut-être sortir, aller au contact des populations? On ne voit rien de tout ça. On n'entend pas non plus les deux grands partis politiques, puisqu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, représentés à l'Assemblée nationale, et qui disent le soutenir, se prononcer sur la question. Des partis qui sont nés d'une réforme, dite de la réforme, des réformes politiques, et ces partis-là, avec leur envergure, leur force, leur carrure, leur charisme, n'arrivent pas à 7 mois de la présidentielle. Si je considère que le premier tour aura lieu en février, par exemple, n'arrive toujours pas à l'heure là à se prononcer sur la présidentielle. Et donc, vous entendez peut-être quelques jeunes, des mouvements sans grande envergure, se prononcer, susciter sa candidature, mais ses propres partisans, les députés à l'Assemblée nationale, tout le monde est là, silencieux, en attendant que le chef de l'État se prononce. Vous vous souvenez, lorsqu'en 2017, il a été reçu après l'échec de la révision de la Constitution, la première tentative, le 4 avril 2017, il disait aux professionnels des médias qu'il va aviser. Alors, jusqu'à quand va-t-il aviser? On ne le sait pas. Et c'est certainement son j'aviserai là. C'est la suite que ses propres partisans attendent certainement pour pouvoir descendre sur le terrain, pour savoir à quoi s'en tenir. Lorsque vous allez même dans les états-majors des partis politiques, les gens ne savent pas. Tout le monde a peut-être la peur au ventre. Est-ce que... Donc, c'est pour ça que jusqu'à présent, à l'heure où nous sommes en train de faire cette émission, on ne remarque vraiment pas d'action d'éclat, de grande envergure qui note que nous sommes en fin de mandat. Alors, je vais retourner vers vous, M. Dieudonné Lokosso. Alors, une ambiance de fin de mandat qui s'apparente à ce qui se passe dans la vie quotidienne, vous voulez dire comme votre vis-à-vis, ou vous pensez quand même que ça se sent, cette fin de mandat? Non, moi je crois que c'est une fin de mandat morose. Et puis, bon, si on remonte au passé, à 10 mois ou même à 1 an de la fin d'un mandat, il y a déjà de l'effervescence sur le terrain. On ne sent rien. Et puis, bon, c'est le président
d'une institution qui n'est pas qualifiée à inviter le chef de l'État à un deuxième mandat, qui l'appelle à se présenter alors que le monsieur a dit qu'il va faire un mandat unique. Moi, je m'en tiens à ça, même s'il a varié dans le temps en disant « j'aviserai », mais il n'a pas encore avisé et on suscite des gens dans l'ombre pour dire « bon, il faut qu'il fasse un second mandat ». Le jeu démocratique, c'est la liberté d'expression. Oui, Donc ceux qui appellent à un second mandat n'ont pas tort, puisque légalement, l'homme peut, n'est-ce pas? Quand le président Talon était en exil, et personne n'a suscité sa candidature. C'est lui-même qui, spontanément, quand il est arrivé, a dit « je serai candidat ». Donc, qu'il ait dit « je ferai un mandat unique » et que les gens ne retiennent pas ça, et on le pousse, mais on a l'impression que quelque part, les gens tirent sur la ficelle pour ressusciter sa candidature. Et les gens fistillent sur la ficelle. On appréciera en ce temps, mais dites, cette morosité dont vous parlez, qui caractérise cette fin de mandat, est-ce qu'on ne peut pas l'assimiler à une discipline de groupe imprimée désormais au peuple béninois du fait de ces réformes politiques? Je vous ai toujours dit ici que le silence n'est pas une approbation. On a imposé quelque chose et j'ai été heureux d'entendre, puisque quand nous parlons de parlement d'un machin monocolore, on pense que nous faisons de la diversion. Mais j'ai été heureux d'entendre le professeur Hari Faribako dire pendant le vote, la révision de leur règlement intérieur, dire que nous sommes dans un parlement monocolore. Personne ne l'a arrêté. Et vous avez vu la dernière fois, quand ils ont voulu finalement réviser, il n'y a eu que 60 députés, il y a plus d'une quarantaine qui ont donné des procurations. Vous pensez que c'est un drame qui est procuration? Non, mais eux-mêmes, on a refusé par ailleurs des procurations ici. Donc, moi, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Dieudonné Lokosso, pour vous, cette morosité ne serait en aucun cas imputable à une quelconque discipline imprimée par les réformes. Non. Donc, je vous pose la même question. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, que votre vis-à-vis qualifie de morosité, ne peut-on pas l'assimiler à une discipline imprimée désormais au peuple béninois, en l'occurrence aux politiques, du fait de ces réformes? Vous savez, ces réformes-là ont suscité beaucoup de réactions, etc. et ont engendré des grincements de dents. Ça, c'est un secret de polichinelle. Au sein même des acteurs politiques, il y a des gens aujourd'hui qui disent soutenir le chef de l'État alors qu'ils ne sont peut-être pas sincères. C'est-à-dire qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus par ce qu'ils disent. Et vous en avez la preuve? Comment s'assurer qu'au plus profond d'eux-mêmes? Je suis journaliste audiovisuel. Je reçois des hommes politiques sur des plateaux. Je discute avec des hommes politiques. Donc, en offre, antenne. Il y a de ces confessions qui se font. Bien sûr. Okay. Il y a des gens, et je suis sûr que le chef de l'État le sait. Parce que réécouter tous ses discours avant son élection, tout ce qu'il a dit, il a fait des diagnostics très justes. Il a dit tellement de choses. Il a constitué presque une bibliothèque. Alors, après son élection, jusqu'en 2017, il continuait presque dans la même lancée. Il a dit, en France, devant les Béninois de la diaspora, que les partisans, je le cite, les plus griots, tous ceux qui admirent ou louent tout le temps le chef de l'État, sont en général des gens qui n'ont pas de contenu. Et il dit, je continue de le citer, vous savez que dans notre société, les valeurs ne sont pas soumises. Je finis de le citer pour dire que l'homme, Patrice Talon, c'est pas parce qu'il est devenu président de la République qu'il méconnaît tout ça. Et il sait très bien qu'il y a des gens qui disent le soutenir et qui ne sont pas convaincus eux-mêmes. Dans le même temps, il sait aussi qu'il y a des gens qui peut-être trouvent des tribunes pour lui relever des choses, des imperfections, et qui ne sont pas animés par de la mauvaise foi. Ça aussi, il le sait. Intéressant, bien. Ça. Si. Et donc, lorsqu'on voit un peu tout ce calme, ce silence de cathédrale ou de cimetière,
qui caractérise cette période d'avant-élection. On ne dirait même pas que nous sommes dans une période de pré-campagne. Dans les années précédentes, on aurait pu obtenir ou observer, j'allais dire, de l'effervescence. Et vous pensez que tout ceci n'est pas lié aux réformes? Si, justement, c'est lié. Pourquoi je dirais que c'est lié? Vous savez, lorsque les députés qui sont à l'Assemblée nationale disent « nous soutenons le chef de l'État », tous, 83. On a fini les communales, on constate que si je considère les résultats proclamés jusque-là, on a 70 mairies qui appartiennent aux deux partis qui soutiennent le pouvoir. Avec le cas de Parakou qui est en débat, si jamais cette mairie tombait encore dans les mains de soit Bloc républicain, soit de l'Union progressiste, c'est que le pouvoir a 71 mairies. Oui. Alors, étant donné que le chef de l'État est constitutionnellement autorisé à rempiler, même si lui-même, comme le disait tout à l'heure le SG, avait promis faire un mandat unique pendant la campagne, pendant son discours d'investiture, etc., etc. Si la Constitution lui permet de rempiler, ça bloque tous ses partenaires politiques. Il y a plus de 6, puisque la Constitution lui permet. Justement, okay. Et c'est le cas d'espèce. Les gens ont peur de prendre des initiatives, de dire nous soutenons telle candidature ou nous sommes candidats. Est-ce que vous avez une fois entendu, depuis là, les deux partis qui le soutiennent, les deux grands partis qui le soutiennent, qui sont à l'Assemblée, personne n'ose se montrer pour dire je suis candidat ou je veux soutenir tel candidat. On attend toujours que le chef de l'État finisse de dire ce que lui, il veut faire avant que les autres n'agissent. Peut-être, je ne sais pas si c'est par crainte de représailles, puisque vous n'êtes pas sans savoir, et comme vous parlez de discipline de groupe, il y a effectivement ce mouvement d'ensemble-là. Et le président de l'Assemblée l'a reconnu. Tout le monde le sait. Et lorsque vous voyez un peu tout ce qui a été fait après les communales, vous sentez qu'on a envie que tout le monde aille dans le même sens au sein des partis politiques. Puisqu'après l'installation des conseils communaux, à l'occasion de l'élection des maires, il paraîtrait que certains conseillers ne feraient pas ce que leur parti politique leur a demandé. En quoi à l'Assemblée nationale, on revoit le code électoral en procédure d'urgence avant de continuer la procédure. Donc, actuellement, les gens ont peur de se prononcer, de bomber leur torse, leur poitrine pour dire voici ce que nous entendons faire. On attend que le chef de l'État... On attend. Et jusqu'à quand? En tout cas, le chef, si c'est lui qui tient les ficelles, comme le disent mes invités du jour, pourra attendre jusqu'à la veille pour lâcher le mot. J'aviserai ce qu'il faut y mettre. Mais en attendant que le chef se prononce, M. Dieudonné Lokossou, il y a des voix qui s'élèvent, quitte à susciter cette candidature, mais quitte aussi à demander à ce qu'on revoie un certain nombre de paradigmes. Au nombre de ceux-là, il y a eu l'OCJ, on dira plus précisément désormais CJO, cette coalition des jeunes de l'opposition. Le appel, c'est à la réconciliation. Avant d'écouter en substance cette déclaration, dites, quand on se rappelle qu'il y a eu récemment un dialogue, est-ce qu'il est encore opportun, à quelques mois de la fin du mandat, d'en appeler à une réconciliation? Non. Ce dialogue, pour moi, est une tricherie. On a laissé des gens à côté, il y en a qui ont boudé le dialogue, comme l'impression qu'on a sélectionné exprès des gens pour venir et chanter. Bon, c'est votre position qu'on connaît très bien, mais est-ce que le temps n'a pas finalement fait son œuvre? Bon, moi, je ne vois pas la chose dans un sens positif, parce que ça n'a pas fait avancer le pays. Si nous avons des compatriotes à l'extérieur et que on prend une partie infime de la population pour dire qu'on fait dialogue, mais dialogue ne signifie pas toujours réconciliation. On a vu ceux qui ont répondu à ce dialogue. Alors, donc moi je crois que on a des problèmes sérieux et on est en train de distraire le peuple. Donc, il faut aller dans le sens de ces jeux-là. Absolument. Absolument. Permettez, je n'écoute votre vis-à-vis, mais Gilles Chris, tu dis, opportun, cet appel-là? Bon, on peut leur concéder cela. Le dialogue politique de octobre 2019 n'était pas un dialogue national. Le chef de l'État a été très clair dessus. Tous ses partisans l'ont défendu.
c'était un dialogue politique, dont le but était de réconcilier les acteurs politiques. Mais lorsqu'on a organisé le dialogue, on a invité les partis politiques qui étaient autorisés à ce moment-là. Il y a deux constats qui se dégagent rapidement. Le premier constat, c'est que après ce dialogue, d'autres partis politiques ont été autorisés aussi, et donc n'avaient pas participé à ces débats. Et jusqu'à présent, des acteurs se réclamant de la scène politique n'ont pas été autorisés jusqu'à présent à animer la vie politique. Mais ils se réclament acteurs politiques, disons même partis politiques. Ceux-là aussi, ils sont dans une deuxième catégorie. Donc, lorsqu'on considère ces deux paramètres, on peut dire que le processus du dialogue, peut-être s'il a été enclenché, n'a pas vraiment été achevé comme cela se devrait, ou du moins n'a pas vraiment atteint les objectifs qu'il devrait atteindre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas senti qu'il y a eu dialogue dans le pays. La preuve, on a fait le dialogue pendant 3 jours. Le chef de l'État s'est déplacé à l'ouverture et à la fermeture, à la clôture, mais ça n'a pas vraiment suscité d'engouement dans le pays. C'est presque passé inaperçu. Et donc, lorsque vous voyez tout ça et que vous les mettez bout à bout, tous ces éléments, vous constatez qu'il y a encore fort à faire. Il y a fort à faire. C'est le maître mot de ces jeunes réunis au sein de la CJO, la coalition des jeunes de l'opposition. Chers invités, avec votre permission et la complicité de la régie, nous allons essayer de suivre la substance de leur message et ensuite nous reviendrons sur ce plateau. La régie. La coalition des jeunes de l'opposition propose que le président de la République utilise les prérogatives que lui accorde la Constitution du pays pour supprimer la condition de parrainage et toutes les lois susceptibles d'exclure une partie de la classe politique des prochaines élections présidentielles de 2021. Que son Excellence, le président Patrice Talon, agisse conformément au serment qu'il a prêté à l'article 53 de notre Constitution pour servir l'intérêt général et l'intérêt supérieur de la nation béninoise. Que le président de la République mette sur pied un comité de réconciliation, ce qui permettra le retour des exilés et la libération des détenus politiques afin qu'ils participent à la gestion et au développement de la nation béninoise. L'union, c'est avec l'union que nous pouvons développer notre Bénin. Avec la haine, les problèmes, on ne pourra pas développer le Bénin. Nous demandons au président Patrice Talon, tel qu'il est venu en 2016 pour les élections, qu'il permet à tous ceux qui veulent être candidats de se présenter. Monsieur Patrice Talon, qui est le chef de l'État, nous lui demandons de mettre de l'eau dans son vin. Il est le seul qui peut amener la paix dans ce pays-là. Nous voulons la paix dans le Bénin, parce que le Bénin nous appartient, nous tous. Le Bénin du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Bénin est un seul, indivisible. Voilà à l'instant un message, en tout cas la quintessence de ce message de la coalition des jeunes de l'opposition. Alors, je voudrais vous demander un aspect qui peut frapper l'attention en dehors de l'appel même à cette réconciliation. Lorsqu'on entend celui qui fait office de sage de cette coalition dire avec la reine, les problèmes, nous ne pouvons pas développer notre pays. Mais avec l'union, c'est possible. J'allais vous demander, monsieur Dieudonné Lokosso, est-ce que les Béninois aujourd'hui ne sont pas plus unis qu'hier? Ça, vous faites de la diplomatie. Non, je vous pose honnêtement la question. On voit comment c'est toujours chaleureux dans la ville de Cotonou. Au-delà. Moi, personnellement, qui suis ici, oui, je ne suis pas content du système tel que ça se passe. Il y a toujours des mécontents, ce n'est pas nouveau, non? Non. Des licenciements massifs, des agents, des travailleurs. Vous croyez que tout ce monde-là est content? Il ne s'agit pas. D'abord, moi, je ne sais. Le président a 2 partis, dit-on. Est-ce que constitutionnellement, un homme peut avoir 2 partis?
Parce que les gens qui disent qu'il a 2 partis, lui n'a jamais dit avoir 2 partis. Il y a 2 partis qui disent le soutenir. Mais quand vous voyez les actes que ces messieurs-là posent, c'est à sens... ils disent pratiquement la même chose. Avant de venir aux problèmes politiques, dites sincèrement, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui que les Béninois ne sont pas unis? Non, pas du tout alors. Il y a un silence apparent, un calme apparent, mais comme je l'ai dit, je le répète, le silence n'est pas toujours une approbation. Donc, ce que les gens sentent dans leur cœur, ce qu'ils disent hors micro, vous ne pouvez pas le savoir. Si le président même commandait un sondage sincère, on doit lui dire la vérité. Parce que les 83, malheureusement, il y a un père à son âme qui est parti, ils sont aujourd'hui 82, mais ils ne conjuguent pas toujours le même verbe. Comme l'a dit mon vis-à-vis tout à l'heure, mais quand vous les voyez, le président même n'est pas dupe de cette situation, parce qu'il sait que le politicien béninois est changeant, ondoyant, tu ne peux pas compter sur lui à 100%. Donc, il y a des choses visibles et il y a des choses invisibles. Et si le président, jusque-là, n'a rien dit, et eux-mêmes, ils se taisent, ça veut dire qu'il y a une hypocrisie collective. Hypocrisie collective, M. Lokossou. Oui, alors, on entend de parler des options de ces politiques. Dieu donné, Lokossou, je retourne vers M. Gilles Christ. Tu dis, alors, vous avez suivi l'un des intervenants qui parle d'une unité qui serait mise à mal. Est-ce qu'on peut dire honnêtement aujourd'hui des Béninois qui sont plus divisés que jamais? Le 14 juillet dernier, 14 juillet 2020, oui. À l'occasion de la fête nationale de la République de France, Oui. le président de la République française, Emmanuel Macron, a accordé une interview aux chaînes de télévision françaises. Et notre consoeur française, Léa Salamé, lui a posé une question directe. Monsieur le Président, lorsque vous étiez candidat, vous étiez venu comme celui qui allait unir la France. Pourquoi vous n'y êtes pas parvenu? Et il a dit, je vous donne raison, je n'y suis pas parvenu. Ça, c'est l'humilité. Regardez la situation du Cameroun actuellement, avec depuis 2016 la crise anglophone. Et tous les partisans du régime reconnaissent dès lors que le Cameroun est divisé. Regardez la situation du Bénin. Législative 2019. On est allé aux élections et le chef de l'État lui-même dit qu'il n'était pas fier de cette élection. C'est déjà un indice qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, malheureusement, le sang a coulé après les élections, manifestations des 1er et 2 mai, puis après mi-juin 2019, avec des morts à la clé. On a entendu, ou on a encore assisté, à l'orée de l'année 2020, à, disons, une bavure policière à l'université d'Abomey-Calavi, où un jeune étudiant a été tué. Tout ça là, dans un pays qui, même s'il ne dit rien, on ne voit pas des manifestations publiques, etc., etc., il faut parler par 4 chemins pour reconnaître que le tissu social s'est effiloché, s'est disloqué. Et ce serait de la pure hypocrisie de ne pas le reconnaître, même si on soutient le chef de l'État ou même si on est le chef de l'État. Je vous ai donné l'exemple du président français, par exemple. Le président de la République du Bénin, ma foi, sait très bien que le Bénin aujourd'hui n'est pas uni. Et je ne dis pas que c'est sa faute, mais c'est un constat d'abord. Et il faut voir peut-être ce qui peut prouver qu'il le sait. Oui. C'est lorsqu'en 2018, les députés, un groupe de députés avait voulu encore introduire une procédure de révision de la Constitution. Et ça a été pris en compte, puis rejeté. Et les partisans du gouvernement, du président, commençaient à soulever, à demander un référendum, qu'on ait au référendum. Ils ont même fait campagne presque. Ils étaient prêts à faire campagne. Et le chef de l'État s'est levé pour dire il n'y aura pas de référendum. Qui sait pourquoi il avait dit non? Je ne suis pas dans sa cour, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais l'analyste dit qu'il a pris cette décision parce que, sachant que le peuple n'allait pas valider ça, il faut parler par 4 chemins pour le savoir. Et donc, c'est pour dire que le chef de l'État n'est pas ignorant de tout ce que nous disons. Il le sait très bien. Je vous ai dit qu'avant d'être élu, il avait tout dit. Il a tout dit. Donc, tout ce que nous savons là, il le sait très bien. Mais
il ne faut pas donc faire la langue de bois en méconnaissant la situation. Il y a vraiment de mécontentement. Les pauvres, qui sont davantage pauvres, en 2018, on qualifiait le président français du président des bourgeois, des riches. Peut-être que si les Béninois étaient suffisamment évolués, si démocrates que ça, pour qualifier le chef de l'État, peut-être qu'on entendrait des choses pareilles. Donc, le tissu social s'est davantage effiloché. Les Béninois sont plus inégaux que jamais, avec les pauvres qui sont, comme je l'ai dit, davantage pauvres, avec des gens qui ont massivement été licenciés. Le dernier cas, c'est la Sonacop. On ne peut pas être fier que les entreprises licencient. Avec la crise du coronavirus, le défi des pays européens, de l'Amérique, des grandes puissances, c'est de limiter le plus possible les licenciements. Ils ont même presque contraint Air France à ne pas licencier des gens. La compagnie française. Et Airbus aussi. Donc, si dans un régime, dans un pays, où tout va bien, dit-on, et que des gens perdent leur emploi, c'est un indicateur de ce que ça ne va pas. Et ceux-là, ils ont des familles qui ont des charges, etc. Ne serait-ce que ces gens-là, si on les identifie, on compte toute leur famille, il y a un grand nombre de gens mécontents, donc des gens à convaincre de nouveau. Et on a entendu, et puis lorsque je dis tout ça, je me dis, parfois on manque tellement certains rendez-vous où on peut profiter, on peut surfer pour se réconcilier avec ce peuple ou réconcilier le peuple. Par exemple, la crise du coronavirus. Peut-être qu'on va revenir à des opportunités ou à ce qu'il fallait faire. Alors, donc, pour vous, le concept réconciliation en soi est plus qu'opportun, une fois encore. Alors, Monsieur Dieudonné Koulokosso, ces jeunes demandent à ce qu'on mette sur pied un comité de réconciliation. Mais ce n'est pas trop fou, ça. Non, on a que quelques mois, comité, quel est bâti pour atteindre quel objectif? Si le schéma est ce que votre vis-à-vis a peint tout à l'heure. Moi, je crois que ces jeunes que nous avons vus tout à l'heure ont été sages. Ailleurs, ils auraient pu se mettre dans les rues et commencer par casser des choses. Donc, moi, je pense qu'ils appellent le chef de l'État à la sagesse. Notre démocratie est prise en otage par une infime minorité, 83 députés qui n'ont pas été élus. Ils ont été nommés. Donc, et moi je pense que le président français, comme l'a évoqué tout à l'heure mon vis-à-vis, malgré la liberté, malgré tout ce qu'on peut, tout ce dont jouissent les Français, a reconnu, puisque lui-même il a dit qu'il est venu pour réconcilier les Français. Mais il est à quelques mois, il a fait plus de 3 ans aussi. 2 ans environ. 2 ans. Mais il n'a pas pu. Donc les peuples ne sont pas dociles comme les gens le pensent. Et le président Talon n'est pas... Il est très intelligent. Il est très intelligent. Donc les gens se cachent derrière lui pour dire des choses, pour le flatter. Parce que il n'est pas venu, et on n'a pas élu les députés avant qu'ils ne viennent. C'est les gens qui sont venus et qui ont fait la rupture avec leurs anciennes associations, mouvements ou machin, et qui ont dit qu'ils le soutiennent. Quelqu'un que tu ne connais pas. Et ils ont été motivés par quoi? Je ne peux pas le dire ici. Et spontanément dit, ah, on te soutient. Ah. Mais si aujourd'hui, un parmi eux pense que c'est un parlement monocolore, ça veut dire que ce que nous disons sur ce plateau, tous ceux qui passent ici pour reconnaître réellement que les gens n'ont pas été élus, ils n'ont pas tort. Donc, et moi je félicite les jeunes là qui ont pris par la voie pacifique et interpellé sa conscience. Il doit pouvoir les écouter que d'écouter les flatteurs, ceux qui sont là, qui ne défendent que leurs intérêts. Alors, de la sagesse, dites-vous, de la part de ces jeunes, mais lorsque ceux-ci en appellent
au retour, disons, des exilés, à la libération des détenus politiques. Est-ce que cet appel-là, et ils ajoutent, afin que le développement soit une réalité, est-ce que ce n'est pas un discours, de ce point de vue au moins, flatteur? Non. Mais est-ce que... Quel développement à pareille... Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des exilés? Est-ce que le président Talon lui-même, si l'exil était bon, mais il allait rester là-bas? Mais il est revenu. Il a lutté, il s'est battu pour revenir. Donc, l'exil n'est pas quelque chose à souhaiter. Il faut être dans... S'il y a peut-être des exilés, des gens qui ont choisi l'exil à un moment donné, mais ça ne peut pas être un exil forcé. Donc, moi, je crois que la sagesse doit prévaloir sur la haine et la méchanceté gratuite. Vous répétez ces mots, haine, méchanceté, oui. Dans le Kosovo, dans le contexte actuel. Est-ce qu'on va continuer par faire usage de ces mots, haine, méchanceté, ou lier plutôt un certain nombre de faits à tout au raté inhérent à toute gestion? Non, moi je pense que une seule main ne tape pas, comment vous dites ça? Ne peut pas applaudir. Donc, il faut l'union des gens. Bon, peut-être si je parle de M. Ayavon, on va dire, bon, il est gavoniste, mais chacun choisit son ami. Donc, c'est un opérateur économique. Il a créé des emplois. Ces emplois, aujourd'hui, sont perdus. Mais jusqu'ici, j'ai écouté quelqu'un la dernière fois sur votre plateau ici, et on dit, bon, mais les routes, par exemple, on parle d'asphaltage. C'est avec eux que j'ai connu ce mot. Et j'ai été vérifié dans le DICO pour savoir exactement de quoi il s'agit. Mais le type a dit combien ça coûte. Combien ça coûte? Toi, vous êtes BR. Combien ça coûte? Il dit non, que lui ne s'est jamais intéressé à ça. Et c'est une faute grave. Parce que là, il pouvait se défendre. Il a dit d'aller voir sur le site du gouvernement et pour voir. Mais nous sommes 11 millions. Il y a 10% seulement de population qui peuvent manipuler, et c'est pas parmi les 10%, c'est pas eux tous qui savent manipuler l'informatique ou le machin. Mais les 90% qui restent, ils vont savoir combien ça coûte. Pourquoi on doit faire les choses en cachette? Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils font. Mais jusqu'ici, personne ne connaît ce que gagne un ministre. C'est sur le site qu'on va voir ça. Mais, donc, il y a beaucoup de choses qui fâchent. Donc, ne pensez pas, et je le répète, que le silence est une approbation du système. Le président même, comme il a dit, il le sait très bien. Il sait qu'il y a de faux, il y a des Judas dans son groupe. S'il ne le sait pas, nous le savons. Il y a des Judas. Ok, c'est entendu, le chef de l'État devra prêter oreille attentive, en toi, crois savoir, nos invités, à cette adresse des jeunes de la coalition, des jeunes de l'opposition. Oui, je prends le pan d'intervention qui appelle au retour des exilés politiques et à la libération, des prisonniers, dit-on, politiques. Et la question est la même. Est-ce que ce discours-là ne manque pas quelque part de sincérité? Et quand on parle de réconciliation, on va sur cette piste-là. Bon, je voudrais dire que si dans un pays, il y a des exilés politiques, des détenus politiques, ceux qui doivent s'en charger, c'est surtout les acteurs politiques, puisque ce sont leurs pairs qui sont dans cette situation. Moi, je suis journaliste, analyste politique, je ne suis pas un politique. Donc, je ne peux pas objectivement traiter de cette question-là. Seulement, si le chef de l'État sait, je dis s'il sait qu'il y a un cas pareil, eh bien, je pense qu'un bon père de la nation, puisque, quel que soit son âge, si vous êtes chef de l'État, les gens vous appellent père de la nation, etc., etc. Un bon père de la nation, c'est de son ressort de pouvoir régler cette question-là. Mais encore une fois, je ne voudrais pas vraiment m'appesantir sur cette question-là. Mais seulement ce que je veux dire, parlons tout à l'heure de la fissure de notre tissu social. Vous savez,
Tellement les inégalités sont profondes que, aujourd'hui, lorsque vous osez publier sur votre propre page Facebook, votre compte Twitter, je ne sais pas, une réflexion qui n'est pas de la propagande, on vous étiquette directement opposant. Et puis, on vous traite comme tel. À un moment donné, c'était examen. C'est actuel encore? Écoutez, vos propres membres, les propres membres de votre famille vont vous dire « Ah, tu es devenu opposant, etc., etc., etc. » Vous ne savez pas tout ce que l'on entend. Et donc, c'est comme ça. Je donne un exemple très factuel, très palpable. Il fut un homme politique, donc là, Mabalo pour ne pas le nommer, d'un parti politique qu'on appelle Union Sociale Libérale, qui n'est pas reconnu par la charte des partis politiques, c'est vrai, et qui s'était rendu à l'anniversaire du ministre des Sports actuel, Oswald Khomeki. Lorsque cette photo-là a circulé sur la toile, tout le monde a trouvé que c'était incestueux, etc., etc. Il a été obligé de s'excuser. Comment se fait-il que dans un État où nous disons que par-delà tout, vous vous rappelez le discours d'ouverture de Maître Robert Dossou à l'occasion de l'ouverture de la conférence nationale? Il dit, quelles que puissent être nos divergences politiques, ethniques, religieuses, etc., etc., nous sommes tous et toutes les fils et filles d'une même nation. Comment se fait-il que dans un État comme ça, on puisse crier haro? Ah, comment se fait-il qu'il puisse poser avec tel ou tel? Et du coup, chacun est contraint de rester dans ces quatre murs. Mais c'est terrible. Et c'est ça la pression sociale aujourd'hui. Peut-être qu'à la sortie de cette émission, on dira oui, il est devenu opposant, oui, il est. Et demain, si je viens, je dis que l'asphaltage, c'est une très bonne chose, parce que je le pense vraiment, on va dire oui, oui, il est acheté par le chef de l'État. Et c'est comme ça la société. Comment voulez-vous qu'on puisse dire? Mais évidemment, comment? Parce que c'est une bombe à retardement si on entretient cela. Et puis, en courant février 2020, il y a un homme politique qui a osé dire publiquement, enfin, je ne vais pas dire ce qu'il a dit, mais qui a tenu des propos racistes, ethnocentristes. Ça a été le combat de M. Lokossou pendant des années, pour qu'on puisse rétablir les égalités dans la société. Aujourd'hui, c'est plus profond que jamais. Vous vous rappelez, avant les communales, l'exécutif a pris une décision pour rendre gratuite la délivrance des actes entrant dans le cadre de la constitution des dossiers. Timbre, légalisation, tout ça c'est gratuit. Pour les hommes politiques qui ont certainement leur métier, qui ont leur salaire et qui veulent davantage gagner gros, on leur facilite la tâche. Mais que fait-on à un jeune de 18 ans, 20 ans, qui finit l'université, qui veut passer un concours? À quel moment avez-vous entendu on a rendu gratuite la délivrance des pièces pour ces jeunes-là? Pourtant, ils sont des milliers. On a lancé des concours de recrutement, etc. On a vu comment ça se passe. La quittance, parfois, c'est à 10 000 francs CFA. Comment se fait-il que dans un État où nous prenons les égalités, qu'on puisse promouvoir ça et évoluer? Ce n'est pas possible. Et donc, il faut vraiment prendre du recul et constater tout ça. Et se rendre compte que progressivement, tous ensemble, je dis tous ensemble, ce n'est pas le fait d'une seule personne, nous sommes en train de détruire notre tissu social. Au point où, si vous sortez dans la rue, vous dites, je travaille sur telle chaîne, on vous dit, ah bon, c'est vous les opposants là, etc., etc. Mais comment se fait-il que nous sommes dans une république comme ça? C'est ça la situation. Monsieur Lokossou, le Bénin a-t-il tourné une grande page de son histoire glorieuse? Il paraît que c'est le pays où ça savait se tirer dessus, se tirailler, et ensuite boire ensemble. Mais tout ceci est du passé, désormais? Non, moi je crois que ça, l'histoire, c'est le récit des événements passés. Non, mais vous n'aurez pas résumé une situation aussi préoccupante de la sorte. Moi je crois qu'il y a beaucoup de méfiance. Nous qui venons faire des débats sur cette chaîne, vous ne savez pas des attaques que nous recevons, des coups de fil anonymes. Ah, vous êtes allé dans les studios d'un opposant, vous avez fait... alors que vous distribuez la parole à tout le monde. Je vois des mouvanciers ici venir défendre leur thèse. En tout cas, ce n'est pas... Oui, on fait juste notre boulot. Oui, pour ceux qui en doutent. Mais ça doit être pareil sur toutes les chaînes. Mais il y a des chaînes qui ont le monopole de l'apologie du système. Nous allons, avec votre permission, il ne nous reste que quelques minutes, venir à un autre pan de l'intervention de cette jeunesse. On demande, vous l'avez suivi, à Patrice Talon de faire en sorte que le jeu soit totalement ouvert pour 2021. Or, Patrice Talon
n'est pas le législateur. Non. Mais il n'est pas le législateur, mais qui est le père des deux partis. Même s'il n'est pas... il ne se distingue pas l'un par rapport à l'autre parti, mais quand il est allé dans les urnes, il a voté selon sa conscience. On ne sait pour qui il a voté. Et est-ce que c'est les deux partis qui vont susciter sa candidature? Bon, est-ce que ça va être un match amical? Parce que on en a vu ici. Alors donc moi je pense que il faut qu'on cesse de se tromper. Il faut qu'on cesse de flatter le chef de l'État. Mais j'ai dit que moi je l'ai rencontré. Je l'ai vu, rencontré à Paris. Il n'est pas... Il est très éveillé. Qui ça? Le président Talon. Je le dis aujourd'hui, avec fierté. Il n'est pas un bonhomme qu'on peut emballer facilement. Alors, ceux qui lui demandent d'ouvrir le jeu, de laisser tous ceux qui veulent aller à la compétition électorale très prochainement, de pouvoir se présenter, qu'est-ce que vous répondez? Non, moi je dis, le jeu doit être libre. Même s'il y a parrainage, il faut peut-être trouver une autre formule de parrainage. Parce qu'il ne peut pas avoir le monopole des partis et des maires et demander à ces gens-là qui, par complaisance, doivent obéir et ne sortent pas la vérité de leur cœur. Donc, il a déjà, si c'est seulement, il compte seulement sur ces gens-là pour parrainer. Moi, je ne suis pas fondamentalement contre le parrainage. Mais le parrainage doit être ouvert. Un parrainage ouvert, Ouais. d'ici Dieudonné Lokossou, oui, appelle au chef de l'État à ouvrir le jeu pour 2021. Laissez tous ceux qui veulent se présenter. Et la question, elle est la suivante. Patrice Talon a-t-il vraiment un rôle à jouer? Je crois en la séparation des pouvoirs. Et la réforme du système partisan qui a été opérée, l'a été à partir de l'Assemblée nationale, après entériné par la Cour constitutionnelle, après promulgué par le président de la République. Si des gens trouvent qu'il y a des choses à revoir, je pense que l'institution a même d'agir, c'est l'Assemblée nationale. Vous voyez le tableau qui est là maintenant. Nous avons 82 députés, puisqu'il y a un qui est parti. 82 députés qui soutiennent l'action du chef de l'État. Sur 82 sur 82, pour que les gens ne pensent pas qu'on a au-delà de ça. Nous avons actuellement 70 maires sur 77 qui soutiennent l'action du chef de l'État. Et parmi ces maires, il y a même des gens qui, d'ailleurs, eux tous, si le parti politique veut retirer sa confiance en eux, c'est qu'il suffit qu'on écrive au préfet, ils ne sont plus maires. Et c'est ça le nouveau code électoral. À partir de cet instant-là, tous ceux qui pensent que le jeu est fermé, etc., ont raison dans ce sens que si nous prenons sur 77 maires, 7 qui appartiennent au parti dit de l'opposition Force Corée pour un Bénin émergent, ça n'atteint pas 16 préconisés par la loi. Alors Patrice Talon a-t-il un rôle à jouer? Si, le rôle qu'il peut jouer, c'est juste un rôle de coordination. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale doit se montrer à la hauteur en prenant d'abord conscience qu'il faut faire quelque chose. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est de dire que si nous rêvons d'un Bénin économiquement prospère, politiquement stable, socialement à l'aise, il faudrait que nous puissions d'abord prendre conscience de notre situation, c'est-à-dire qu'il faut tous revenir à la case départ, se regarder dans les yeux, se parler et dire à ce peuple que l'espoir est permis et que d'ailleurs, il y a encore des jours... Merci beaucoup. 15 secondes, peut-être parti. Je pense qu'il faut revenir à la démocratie. Merci à vous, Dieudonné Lokossou. Merci également à vous, monsieur Gilles-Christ Tudy. Chers téléspectateurs, oui, grand merci pour la complicité. Ce sera tout pour l'émission du jour. Je vous compagne, oui, sur cette citation du célèbre peintre espagnol Pablo Picasso. Rien de grand et de beau, dit-il, ne peut être fait dans la solitude. Ensemble, on est toujours plus fort. Prenez soin de vous et à très bientôt.